Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au numéro 3 du Bistrot d'Alelosque, saison 2. Pour cette émission, nous avons regroupé les piliers de bistrot que vous connaissez bien. Alors, on va commencer par Georges qui nous rejoint de la région dunkerquoise. Bonsoir Georges. Bonsoir. Vous le reconnaissez, vous le reconnaissez, il est là derrière devant son petit logo Breaking Dogs. Il s'appelle Baptiste. Bonsoir Baptiste. Bonsoir François, bonsoir à tous. Il est dans sa voiture, mais il s'est arrêté pour participer à l'émission. C'est Julien. Bonsoir Julien, des Dogs de Paris. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et nous avons Christophe C, qui est pour l'instant le seul Christophe. On aura peut-être des visites surprises en fin d'émission. Christophe C avec son drapeau du Canada qui est fort d'actualité. Bonsoir Christophe. Nous ne t'avons pas entendu, mais nous supposons que tu nous avais répondu. Et vous voyez un visage que vous ne connaissez peut-être pas, c'est notre invité de la semaine. Alors, vous savez qu'au Bistrot d'Alelosque, on aime bien France Bleu parce que France Bleu donne souvent la parole aux supporters et en échange, nous, on aime bien donner la parole aux journalistes de France Bleu. Alors, vous le découvrez peut-être ce soir, il s'agit de Bruno Planza, qui est journaliste à France Bleu Provence, qui couvre l'actualité de l'Olympique de Marseille notamment, et qui commente les matchs en direct. Bonsoir Bruno et bienvenue chez les Ch'tis. Salut les gars, merci de votre accueil et je suis là vraiment avec plaisir. Donc, avec Bruno, on va pouvoir parcourir l'actualité du club du LOSC cette semaine qui va être ponctuée dimanche soir par un Lille-OM qu'on espère de bonne facture et qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Pour aborder cette actualité, nous verrons 4 points dans notre sommaire. Nous commencerons par un retour sur la Ligue 1, sur les 2 derniers matchs de la semaine, Reims et Strasbourg. Gourvenec marque des points. Nous analyserons finalement le revirement du club, au moins sur le plan arithmétique, et nous ferons un tour de table dans cette optique. En deuxième partie, nous reviendrons sur les faits divers qui ponctuent le championnat de Ligue 1, un championnat ultra disputé. En troisième partie, nous viendrons sur la Coupe d'Europe. Lille et Marseille, priorité à l'Europe. Chacun rencontrera son adversaire. Mercredi, Salzbourg pour Lille. Jeudi, Galatasaray pour Marseille. Et enfin, nous terminerons cette émission en parlant du choc, Lille-OM, premier test probant pour le LOSC. Voilà, une actualité fort riche que je vous propose de commencer dès que je vous aurai précisé un petit détail, c'est que comme précédemment, nous avons des cadeaux à faire gagner à nos internautes qui suivent le direct sur le groupe Facebook Allez le LOSC. Nous avons une place pour Lille-Marseille à gagner en tribune active. Il suffira de répondre à une question. Le premier qui répondra à cette question gagnera la place. On le contactera par la suite. La question sera posée en cours d'émission. Première partie, Ligue 1, Reims et Strasbourg. Gourvenec marque des points. Qui veut commencer? Comment analyser finalement ce revirement arithmétique? On a quitté au derby un LOSC affaibli, avec très peu de points sur les premiers matchs, et on retrouve finalement un 6 sur 6 sur une semaine qui sauve un peu l'image du club. Qui veut commencer? Georges. Alors, d'abord, c'est vrai qu'on ne reviendra pas sur ce derby qui n'a pas eu lieu, mais concernant je sais pas, il paraît qu'il y en a derby cette année encore. si, on a eu un grand fort Gravelines, mais non, mais là, en l'occurrence, ce qui est intéressant on a eu 2 matchs vraiment qui se ressemblaient de manière assez troublante, en fait, c'est-à-dire que c'est quasiment de la copie conforme, les matchs de Reims et Strasbourg, où, en effet, il y a des raisons d'être rassuré, il y en a d'autres qui peuvent amener quelques petits éléments d'inquiétude quand même, c'est-à-dire que, en gros, ça démarre très fort et ça finit un peu plus difficilement. Et d'ailleurs, je pense que ça date pas de ces 2 matchs, mais là, ça a été particulièrement édifiant, notamment Reims, où j'étais au stade, où pendant une mi-temps,
j'ose dire, on a une prestation lilloise vraiment impressionnante. C'est-à-dire qu'ils ont marché sur les Rémois d'une manière absolument incroyable. Alors, c'est vrai que comme on n'avait pas trop suivi ce début de saison, je m'étais dit, tiens, Reims, ça doit être quand même relativement faible. Et je me suis rendu compte qu'en dehors de cette défaite contre Lille, finalement, Reims n'a perdu qu'un match cette saison, c'était contre Paris. Donc, l'adversaire n'était pas du tout à négliger sur son potentiel. Et donc, il y a eu vraiment une mi-temps de très haute fracture avant de voir l'équipe s'éteindre un petit peu et finalement générer une espèce de suspense dans un match où ça n'avait pas lieu d'être, quoi. Et le match de Strasbourg a beaucoup ressemblé à celui-là. Je peux nuancer peut-être? Je t'en prie, Julien. Ouais, moi, la petite différence que j'ai vue, c'est qu'en termes d'intensité, je te suis, hein, Georges, sur le fait que la deuxième mi-temps contre Reims, elle est ultra faible. En revanche, cette baisse de régime, moi, je l'ai vue à la 70e contre Strasbourg. Oui, elle est et donc, arrivée plus forcément, tard. Oui. C'est Elle est 20 arrivée minutes de plus mieux. tard. Donc, je constate une montée en puissance. Et ça va un peu dans le sens de ce qu'on s'était dit il y a 15 jours, c'est-à-dire que il n'y a pas de miracle, les gars. Gourvenec, il prend le club mi-juillet. Gerbic, il arrive fin août. Pareil pour Onana, pareil pour Gudmundsson. Onana et Gudmundsson qui ont fait un match de dingue contre Reims pour des mecs qui font leur premier match titulaire. Je souhaite à tous les clubs d'avoir des nouveaux joueurs qui jouent aussi bien. Donc ça a été formidable. Et sur ce match-là, on a retrouvé le grand Bourak, donc qui a été quand même de toutes les actions marquantes en première mi-temps. Donc, tu parles de Reims, là? Ouais, je parle de Reims. Ouais. Et donc voilà, donc moi je constate plutôt, et je suis plutôt optimiste, je constate une montée en puissance, je constate un mieux physiquement, et après s'il faut faire une analyse un peu plus fine de Strasbourg, je constate le plaisir qu'ont pris les joueurs devant à jouer ensemble, sans Bourak qui finalement parfois peut-être monopolise un peu trop le ballon, monopolise un peu trop le jeu en sa faveur. Parce que là, quand tu vois le match de David, quand tu vois le match de Wea, c'était juste incroyable. Et surtout, la liberté de ces mecs sur le terrain, quoi. J'ai eu l'impression de voir des gars qui respiraient plus. Alors, c'est inquiétant sans l'être. C'est inquiétant parce que l'an dernier, et là encore contre Reims, on voit que notre meilleur atout, c'est Bourak. Et puis là, sur ce match de Strasbourg, on voit que sans lui, on joue hyper bien, quoi. Donc, bon, voilà, c'est une analyse qui est un peu complexe. En tout cas, moi, ce que je garde, c'est qu'on gagne 2 matchs de 1. J'ai vu vraiment du mieux physiquement parce qu'on relâche à la 70e contre Strasbourg. Et j'ai vu un Gourvenec qui n'était pas forcément à court d'idées parce qu'il faut en avoir un peu dans le pantalon pour mettre Bourak et lui dire, alors que Bourak veut jouer, parce qu'on le sait, hein, Gourvenec l'a dit, alors que Bourak veut jouer, lui dire, non, Bourak, tu as 36 ans. Là, tu vas aller sur le banc et puis tu joueras contre Salzbourg mercredi. Je trouve que c'est pas si mal. Bruno, tu ne suis peut-être pas tous les matchs du LOSC, mais tu suis l'actualité de la Ligue 1. Comment tu expliques le début de saison un peu poussif du club qui est passé finalement d'un statut de champion de France en titre à un démarrage de milieu de tableau finalement? Comment tu expliques ça? J'ai l'impression, vu de loin, que vous avez perdu un élément important. En plus, je crois bien qu'il est Marseillais, hein, d'ailleurs. Mais quand on perd son coach qui, depuis quoi, combien? 4 ans? 3 ans et demi, 4 ans? 3 ans et demi, ouais, voilà, était quand même le maître d'œuvre de cette équipe-là. Et forcément, même si l'ossature est restée, je vois que Gourvenec, sur le dernier match, il avait quand même 9 joueurs qui étaient là la saison dernière. Alors, le LOSC n'a pas énormément recruté, mais de l'extérieur, quand Gourvenec s'en va, quand Galtier s'en va, qu'il est remplacé, qu'on voit que ça a mis du temps, que mine de rien, et ça arrive dans tous les clubs, quand il y a ces soucis extrasportifs, ça a mis du temps à se faire, ça rejaillit forcément toujours à un moment donné sur l'équipe. Donc tout ça a mis du temps à se mettre en place. Il ne faut pas oublier non plus que Maignan est parti. Enfin, on a beau dire ce qu'on veut, mais de l'extérieur, encore une fois, c'est quelque chose de très important, un changement de gardien et surtout un changement, le changement d'un joueur de ce niveau-là. Donc moi, je ne suis pas surpris d'y gérer ce titre aussi. Voilà. Enfin, il y a plein de choses qui expliquent que ça avait du mal à se mettre en route. Quand on regarde aussi les chiffres, je n'ai pas vu le contenu des matchs du LOSC là, mais quand on regarde les chiffres, il y a 6 points en 6 matchs.
Et là, d'un coup, 6 points en 2 matchs. Donc, en fait, en une semaine, d'ailleurs, c'est tout l'inverse de l'OM. Hein, l'OM reste sur 1 point sur 6 la semaine dernière. La semaine à 2 matchs en Ligue 1. Et le LOSC, c'est le carton plein. Donc, voilà, tout ça semble plutôt cohérent. Après, on reviendra peut-être plus longuement. Moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait un début de saison mitigé aussi avec la Ligue des Champions qui demande beaucoup d'énergie et qui prend beaucoup d'énergie mentale aux joueurs aussi. Moi, je vois plus le LOSC faire jusqu'à une première partie de saison, mais jusqu'à décembre, sans parler de milieu de tableau, mais voilà, 5, 6e, 7e, mais rester un peu dans le coup avec une équipe encore de qualité. Et puis plutôt revenir sur la deuxième partie de saison quand il n'y aura plus la Coupe d'Europe. Mais ça, hormis le PSG, tous les autres clubs français subissent ça, quoi. Donc voilà, ça ne me choque pas plus que ça. Il y a une première victoire à l'extérieur, c'est important. Avant un match de Coupe d'Europe, voilà, on sent que ça prend. Voilà. On aura l'occasion justement d'exposer sur la dualité de la Coupe d'Europe et du championnat dans la troisième partie de l'émission. Christophe C., est-ce que le son est réparé? Est-ce que nous t'entendons? Suspense. Je n'ai pas l'impression. Alors, pendant qu'il va régler son micro, je vais me retourner vers Baptiste. Baptiste, comment tu analyses finalement ces derniers résultats lillois? Est-ce que ça te rassure? Parce que tu étais très inquiet par rapport à la capacité de Gourvenec de pouvoir s'intégrer dans l'équipe du LOSC, en fait, dans les performances futures du LOSC. Il était inquiet ou critique, Baptiste? J'étais un peu de tout et en même temps rien à la fois. C'est un ensemble de tout. Je pense que Gourvenec ne fait qu'accentuer le problème lillois qui était avant. Après, sur les 2 matchs qu'on a vus, je suis plutôt rassuré. Après, voilà, il reste encore du chemin à faire pour devenir l'équipe qu'on souhaite. Parce qu'aujourd'hui, ouais, comme l'a dit Julien, la mi-temps contre Reims en première est super aboutie. La seconde l'est un peu moins. Contre Strasbourg, alors on joue la bonne première mi-temps. Deuxième, ça joue bien aussi, mais il y a quand même quelques périodes où on manque un peu d'efficacité là-dessus. Donc, Oui, décidément, nous perdons mais Baptiste. sinon, à part ça. Nous ne t'avons pas entendu, tu étais coupé en plein vol. Ah, j'en étais où du coup? Parce que j'étais parti, j'envolais là, j'étais parti pour une dissertation. Du coup, je vais reprendre du coup sur l'efficacité où On va était falloir à être Gourvenec d'émission. Ah, alors du coup, non, non, mais donc du coup après, donc je parlais de l'efficacité, et donc l'efficacité il va falloir être un peu plus efficace. Mais sinon, sur le contenu des matchs, franchement, c'est en belle progression et si on continue comme ça ne peut qu'être encourageant et positif pour la suite. Alors, Christophe, est-ce que l'on t'entend? Non, toujours pas. Toujours pas. On t'entendait tout à l'heure, hein, mais on aimerait bien avoir ton commentaire sur finalement cette semaine qui a fait qu'on avait un Gourvenec outragé, un Gourvenec brisé, un Gourvenec martyrisé et finalement maintenant un Gourvenec libéré. Christophe, je crois qu'on t'entend. Ça y est, c'est bon? C'est bon. Parfait. Ton analyse de la semaine. Alors, mon analyse de la semaine, en fait, elle est le reflet de déjà un mois de production. Je pense que déjà, comme vous l'avez tous dit, physiquement, on est vachement mieux, mais on a été mieux contre Reims, on a été mieux contre Strasbourg, mais déjà avant, contre Lens, on était mieux physiquement. On perd sur des faits de jeu, voilà, on fait 2 erreurs défensives, on prend un but. Et contre Wolfsburg, déjà, physiquement, on était mieux. Donc, j'étais pas vraiment inquiet sur les derniers matchs. Et je suis pas plus inquiet que ça pour le match qui va arriver là contre l'OM, qui est un peu à l'inverse de nous. Donc, voilà. J'étais déjà rassuré depuis 3-4 matchs, sincèrement. Donc voilà, ça c'est mon ressenti sur les dernières prestations. Pour terminer sur ces 2 matchs, rapidement, sur la semaine, vos tops et vos flops. Quels sont les joueurs qui ont marqué finalement ces 2 matchs? Très rapidement. C'est difficile, c'est pas les mêmes matchs. Hein. Moi, Strasbourg, parce que je les ai encore en tête. Wea, incroyable. Sheka qui court encore à la 92e dans tous les sens, mais où il va chercher une énergie pareille. Et le retour de Renildo aussi que j'ai trouvé top. Mais enfin, tu pourrais presque tous les garder à Strasbourg parce qu'ils ont vraiment très bien joué. Et sur le match de Reims, Bourak David André.
Georges, tu veux rajouter quelque chose? Bah oui, le match de Reims, moi je voudrais revenir sur la performance exceptionnelle d'André, qui a été notamment au cœur de la première mi-temps un rouleau compresseur, quoi. C'était assez hallucinant. Ouais, les deux autres, c'est pareil. Je pense que je rejoins Bourak, même si, enfin, c'est marrant parce que Bourak, c'est le match discret par excellence dans le sens où on l'a surtout vu sur les deux actions. Il est traité très discret, mais c'est lui qui est à l'origine des deux actions qui conduisent au but. Donc, il est clairement l'homme déterminant. Par contre, sur le match de Strasbourg, moi, je veux mettre en avant le taulier de derrière qui a été Botman. Et puis un ici qui régulièrement prend cher à juste titre, mais que j'ai trouvé assez virevoltant. Alors même s'il n'a pas été malheureusement déterminant sur le cours du match, il y a eu quelques inspirations absolument fabuleuses. C'est Jonathan Iconé. Je pense qu'on lui en a assez mis pour appeler. Je pense à un moment, il fait un débordement absolument hallucinant. Voilà, et je mettrais peut-être plus Wea que David. David met 2 buts, en effet, mais il rate aussi 2 gros duels qui auraient pu tuer le match. Et puis Wea, on l'attendait moins. J'ai entendu sur les réseaux sociaux une déferlante qui remettait en doute. Je pense que sur le premier but, il est clair, c'est somptueux, et puis il va provoquer le penalty. Donc, je mettrais Wea, ouais. Alors, avant de terminer ce tour de table, je vous rappelle que vous pouvez réagir en direct sur le Facebook du groupe Aléolos, que pour l'instant, nous avons Christophe D qui n'est pas avec nous, mais en tout cas sur l'écran, mais qui est très présent dans les commentaires. Donc, qui cite en top Wea, qui demande si le micro de Christophe ne manquerait pas d'huile. Et donc, il est en pleine forme. Nous avons également présent sur le chat une nouvelle page Facebook qui s'est créée il y a une dizaine de jours qui s'appelle Parlons LOSC, qui font des lives en direct pendant les matchs. Donc, bienvenue à eux et en tout cas, bienvenue au bistrot. Bruno, pour revenir vers toi… Je vous ai raconté une bêtise tout à l'heure en plus. Vous avez pris 5 points sur les 6 premiers matchs et 6 points sur les 2 derniers. Donc, pour le coup, c'est juste énorme la bascule. C'était des chiffres de Sylvain Charlet, non? On l'embrasse bien fort. C'est un clin d'œil à Sylvain. Pour vous faire plaisir, j'avais compté le point du match nul en Ligue des Champions dans la Ligue 1. Quoi, okay. Oui. Bah, si ça peut vous aider pour remonter un peu et pas être 10e et être 9e, voilà. Quoi, mais, c'est 5 points en 5 matchs puisqu'il y a un match qui n'a pas eu lieu. On s'était dit il y avait un point de pénalité suite aux événements de Lens. Peut-être qu'on avait récupéré un point suite à la décision de la C. Mais on verra. En tout cas, on ne le réclame pas, mais bon, il aurait été le bienvenu. On le prendrait. Ne rêvez peut-être pas trop. Hein. Non, ne rêvez peut-être pas trop. Même si on a vu qu'avec Nice, ça avait été le cas, mais ne rêvez peut-être pas trop. Ce sera d'ailleurs très intéressant. Et pour ne rien vous cacher, ce sera très, très suivi du côté de Marseille. Enfin, elles seront très suivies, les décisions de la commission de discipline de la Ligue. Parce que voilà, on va voir s'il y a eu de nouveau une pression politique et même une pression des clubs. On verra s'il va y avoir des sanctions encore plus fortes après ce qui s'était passé entre Nice et l'OM, effectivement. On va en parler juste après, mais c'est vrai qu'à titre personnel, et puis j'ai vu beaucoup d'entre nous échanger cas, ce qui est certain, dans les médias. Non, c'est qu'ils peuvent éventuellement enlever des points à Lens, mais ils ne vont pas remettre au LOSC. Non, voilà. Mais on ne s'attend pas du tout. Je ne pense pas qu'il y aura une sanction sportive parce que finalement, le sort du match n'a pas été déterminé par les incidents. Donc, il y a vraiment deux sujets. Touché, ça, mais on y reviendra. Donc, je voulais savoir si, au LOSC, même si tu n'as pas suivi tous les matchs, est-ce qu'il y a un joueur qui a marqué ton attention sur ce début de saison, un joueur clé pour toi? Vous avez parlé d'Yilmaz, il est juste phénoménal. Je sais que moi j'en parle beaucoup avec les suiveurs de l'OM, et il y en a qui le kiffent vraiment, vraiment qui adorent Yilmaz, qui le suivaient déjà quand il évolue en Turquie. C'est juste une grande star. Quand on voit ce qu'il fait encore à son âge, c'est énorme. Mais je me souviens, sauf à dire une grosse bêtise, que Galtier, la saison dernière, le gérait aussi sur les semaines à 3 matchs. Voilà, donc, et c'est tout à fait logique. Même si c'est un mec apparemment qui s'entretient énormément, un grand professionnel, franchement, ce serait con de le perdre sur même une demi-heure à Strasbourg. Donc voilà, il y a de la jeunesse sur le banc. Moi, je regrette que Liadji, par exemple, le natif de Marseille, ne joue pas plus. Voilà, il n'a peut-être pas le niveau encore de demander. J'ai vu que l'autre jour, il avait joué 15 ou 20 minutes. Mais moi, ce qui me fait plaisir, même si ça a été le bourreau de l'OM la saison dernière, c'est de voir
quand il est arrivé, on se disait waouh, lui, il peut casser la baraque. Souvenez-vous de son début de saison extrêmement compliqué la saison dernière, et là on voit qu'il y est, quoi. Voilà, quand on est l'unique buteur de son équipe qui s'impose par un but d'écart à l'extérieur, ça veut dire que voilà, qu'on commence à être vraiment, vraiment costaud. Alors, il avait montré la saison dernière sur la deuxième partie, mais voilà, moi, ça me fait plaisir. C'est un gars que j'aime bien. Je l'avais découvert en interview aussi. Il était venu après son doublé face à l'OM sur le début de l'année civile, là. Donc, voilà, ça me fait plaisir de le voir là. Après, je kiffe pas mal Benjamin André, par exemple, en travailleur de l'ombre, un vrai bon capitaine. J'ai connu des joueurs qui le connaissent bien et qui m'en ont dit le plus grand bien. Donc, je suis content quand les joueurs sont d'excellents joueurs et en plus des bons mecs. Ça n'arrive pas tout le temps, mais quand c'est le cas, c'est cool. En tout cas, même si tu ne regardes pas régulièrement les matchs, tu as un avis qui est fort pertinent, en tout cas très proche de ceux qui regardent régulièrement les matchs du LOSC, en tout cas. On parlait de Jonathan David. Christophe C, avec ton drapeau, tu es tout indiqué pour prendre la suite. Comment tu peux compléter finalement ce top et ces flops? Mais comme le disait, je ne sais plus lequel intervenant, c'est vrai qu'il marque 2 buts, mais pour moi, celui qui fait vraiment un match énorme et qui joue pas souvent et qui joue pas au même poste, en tout cas régulièrement, c'est Weah. Weah a fait un match complet. Du début à la fin, il est sur les 2 actions de but, effectivement. Et comme le disait Julien pour Tcheka, à la 92e, il est dans notre surface à défendre. Et à la 93e ou à la 94e, il est dans les 6 mètres adverses pour essayer encore de marquer sur une espèce de talonnade. Enfin voilà, en confiance, c'est un joueur vraiment phénomène. Donc, on en parle souvent, même à Marseille, vous avez eu un phénomène l'année dernière qui est devenu je ne sais pas quoi. Là, j'espère qu'on en tient un et qu'on va le faire jouer un petit peu plus et un petit peu plus à son poste. Et je crois que l'année dernière, il a même joué arrière droit à un moment. Enfin, voilà, il faut arrêter. Alors, Galtier a effectivement fait du super travail, mais il y a des moments, il devait un petit peu faire du bric et du broc. On a un effectif qui est capable, je crois, en défense de compléter les postes comme ça, avec notamment Diallo qui peut jouer à droite. Mais s'il vous plaît, Weah en attaque au moins. Et puis pour revenir sur Liadji, par exemple, qui a fait son entrée contre Wolfsburg, c'est ça. C'était vraiment plus que timide. On le voyait, il était un petit peu perdu. Il osait pas prendre d'initiative du tout. C'était que des petites passes sans danger ou des pertes de ballon. Donc est-ce que c'était une bonne idée de le lancer un petit peu plus souvent, un petit peu plus régulièrement, ou de le prêter carrément cette année, parce qu'on a un effectif qui n'a pas forcément besoin de lui cette année? Je ne sais pas, on verra peut-être que dans la saison, il sera utile. On verra. Alors, il y a des réactions sur Liadji sur le chat Facebook de l'émission. Parlons-le, ce qui est effectivement, on souhaite que Liadji soit plus souvent utilisé. Et sinon, Sébastien qui nous fait part qu'il a fait une bonne rentrée contre Metz. Il a fait quelques rentrées effectivement pertinentes en début de saison en Ligue 1. Et c'est vrai qu'on est resté sur une rentrée en Ligue des Champions qui était un peu décevante, un peu timide. Peut-être qu'il était absorbé par l'enjeu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais nul doute qu'on le reverra très certainement dans les prochains jours. C'est une arme qui va être utilisée par Gourvenec à un moment donné dans la saison. Baptiste, je te vois opiner du chef. Alors, opinons, fais-nous part de ton opinage. Alors, je vais opiner directement. Non, mais après, je pense que tout a été dit de tous les côtés. Je pense que je vais juste rajouter Onana qui a été super face à Reims. Franchement, c'est un milieu qui nous manquait, parce que d'habitude, on jouait qu'André Cheka au milieu, donc c'est 2-6. Et c'est d'ailleurs pourquoi je pense que Benjamin André a été aussi bon, c'est que ce fut le seul 6 et le seul milieu récupérateur de métier, tandis qu'Onana a vraiment pu jouer en une touche de balle et a vraiment amené le ballon assez haut. Et franchement, ce fut une super belle prestation pour sa première titularisation avec le LOSC. Franchement, il m'a impressionné. Ce fut vraiment pas mal. Après, on pourra parler de Gunnarsson aussi, qui est très, très bien joué. Mais Onana reste pour moi un super top dans ce match face à Reims. François, Julien, j'ai oublié un joueur et ça me paraît important parce qu'il a joué pas mal. Je veux dire, il a joué pas mal régulièrement. C'est Angel Gomez. On n'en a pas parlé. Et j'ai vu une vraie montée en puissance. Et surtout, j'ai vu de la part de ce petit bonhomme-là une solidarité avec Renildo contre Strasbourg qui est quand même beaucoup montée. Et à chaque fois, il venait compenser. Il n'a pas ménagé ses efforts. Je pense qu'il savait qu'il jouerait à peine plus qu'une mi-temps. Donc, il s'est mis ventre à terre sur la première mi-temps. Mais il était à plein d'endroits.
il était aussi bien offensif que défensif. Et j'ai vraiment aimé son boulot. Et quelque part, à l'image de l'équipe, l'équipe joue mieux aussi, parce que contrairement à Lens, il y a beaucoup moins d'écart entre les lignes. Et les mecs se compensent énormément en étant beaucoup plus solides qu'en début de saison. Donc, je voulais parler de ça aussi parce que je trouve qu'il y a un état d'esprit qui est bien meilleur, où j'avais l'impression que les gars jouaient un peu pour leur gueule en début de saison et ça donnait un brouillon de football. Et là, cette solidarité entre les mecs, et en particulier sur les ailes, fait qu'on a été beaucoup plus efficace. Je vous remercie pour ces avis. Je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission. Mais avant, le moment que vous attendez tous sur Internet, je vois que le chat est actif. C'est le moment de poser la question qui vous permettra, ou qui permettra du moins au plus rapide d'entre vous, de gagner une place en tribune active pour assister au Lille OM de dimanche. La question est la suivante. Le 4 février 1997 s'est déroulé un match de Coupe de France à Valence qui opposait le LOSC à l'Olympique de Marseille. Ce match avait été déplacé et décalé suite à un imbroglio juridique lié à la rénovation du stade Vélodrome. La question est toute simple, notamment pour Baptiste, qui était loin d'être né à l'époque. Lille s'est brillamment qualifié sur le score de 1-0. Qui a marqué le but du LOSC? Merci aux piliers de ne pas donner d'informations. Et merci aux internautes de répondre sur le chat. Le premier qui répond remporte la place. Je vous propose de partir maintenant sur la deuxième partie de l'émission. Il est 20h57. Donc, fait divers, un championnat ultra disputé. Un championnat avec des supporters qui sont très actifs, entre guillemets, sur le mauvais sens du terme, des incidents au derby, bien sûr, mais aussi des incidents qui concernaient notamment les supporters de Marseille à l'extérieur. On a aussi l'exemple du match Nice-Marseille, mais on a aussi des incidents avec Montpellier, avec Bordeaux. Donc, ces faits divers, finalement, rejaillissent sur l'actualité du football et ternissent un peu l'image de la Ligue 1 par rapport aux gens qui ne suivent pas ça au quotidien. Je vous propose de commencer par les incidents du derby et ensuite, on viendra notamment avec Bruno sur la façon dont Marseille peut être impliqué finalement dans certains incidents et comment c'est vécu en fait dans le sud de la France cette situation. Le derby, alors je sais qu'il y avait deux personnes dont moi qui étaient présents au derby. Je vais commencer par toi, Christophe. Comment tu as vécu ces incidents? Figure-toi, bizarrement, je ne sais pas toi, mais j'en ai discuté avec certains d'entre nous, dont Julien. J'ai eu un ressenti bizarre parce que le lendemain, quand j'ai vu les images, j'étais totalement étonné parce que de la tribune, je me suis rendu compte de rien. Alors, ça chahutait comme à chaque derby ou chaque gros match, forcément, quand on arrive au stade, sa chambre en plus avec les réseaux sociaux, c'est encore plus rapide. Donc, on s'envoyait des messages avec des potes. Enfin, voilà. On arrive au stade, ça se passe bien. On est accueilli dans le stade normalement. On s'installe en tribune normalement. Le match se déroule. Et puis voilà, puis là, on voit quelques gars quand même qui chauffent un peu au niveau de la grille. Après, à la mi-temps, de façon tout à fait normale, je suis allé à la buvette en dessous avec des copains. On a bu un coup, je suis remonté dans la tribune et le match a repris. Et enfin, juste avant le match, on voit les gens qui commencent à courir. Je me suis jamais senti en danger, c'est ce que je disais à Julien. J'ai pas ressenti de violence plus que ça. Enfin, les images, pourtant, sont terribles. Enfin, voilà, ça m'a… Les images sont terribles et je peux compléter ton témoignage que nous étions tous les deux dans la même partie de tribune, c'est-à-dire dans la partie supérieure de la tribune. Et donc, en recueillant finalement les informations, tout a commencé par des jets de projectiles traditionnels, c'est-à-dire des canettes des gobelets de bière, des briquets apparemment, qui étaient lancés par une tribune lensoise au-dessus de la tribune basse des supporters lillois. Ensuite, ça s'est empiré. Il y a eu des chaises qui se sont cassées, des chaises qui ont été renvoyées de l'autre côté. Il y a eu des blessés de chaque côté, enfin des actes qui ne sont pas qualifiables. L'idée de tout ça, c'est de ne pas cautionner des actes de violence qui n'ont pas lieu d'être sur un terrain de foot ou dans des tribunes. Et ensuite, on a assisté à cet envahissement de terrain qui, moi, je n'avais pas vu les chaises voler. C'était en bas de la tribune et on ne les voyait pas. Moi, j'avais reçu un paquet de popcorn sur la tronche. J'en suis sorti sans trop de cicatrices, ça va, je ne vais pas me plaindre. Mais moi, je n'avais pas vu les chaises voler. J'étais très surpris de l'invasion de terrain
des supporters lensois. Et en fait, c'est vrai qu'on regarde les images, il y a eu effectivement des chaises, des agressions, mais des deux côtés, parce qu'on décrit la tribune d'un côté du parcage comme une tribune familiale. Moi, j'ai vu pendant une demi-heure, trois quarts d'heure des lensois, ce n'étaient pas des enfants, ou alors c'était des gros enfants de 150 kilos avec plein de muscles et des grosses barbes, mais ceux que j'ai vus n'étaient pas forcément des familles. Hein. Il faut remettre les choses dans l'esprit. Ils étaient au moins aussi stupides que ceux qui avaient des maillots du LOSC et qui avaient les mêmes réactions. Donc, voilà, donc tous ces événements-là ont été décrits dans les différentes émissions. Alors, on n'avait pas de bistrot la semaine dernière, mais plusieurs d'entre nous sont intervenus sur France Bleu avec Sylvain Charlet et Adrien Bray. Et moi, je suis intervenu sur le podcast de La Voix du Nord, et c'est avec un supporter lensois qui était exactement du même avis que moi, c'est que c'est parti à un moment en sucette, mais que le problème avant tout est un problème d'organisation. Alors, organisation, Georges, tu as connu des derbies il y a quelques années, je pense. Hein, tu es à une époque. des derbies à D'abord, Bollard. ce que je voulais dire, moi, l'envahissement de terrain, je n'avais pas compris non plus. J'ai cru que c'était un changement de tactique de Francaise qui passait du 4-4-2 à un 24-38-27. Mais non, en fait, j'ai compris qu'après, au niveau des incidents, ce qui se déroulait. Oui, bah en fait, c'est vrai que j'ai connu des derbys, on l'évoquait, je pense, avec Christophe, j'avais croisé au stade. Le premier derby que je fais, c'est en 1981, c'est un match de Coupe de France. Et les deux publics n'étaient même pas côte à côte. Quand j'y repense, les deux publics étaient mélangés. Les deux copes étaient mélangés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un cordon de CRS, il n'y avait pas un flic dans la tribune. On avait un peu partout dans le Grille-Montreuil, à l'époque, des gens qui venaient, qui portaient un maillot différents, qui venaient voir le match ensemble. Ça se charriait, la rivalité existait déjà. La rivalité était déjà là. On n'était pas à l'abri des fois de croiser deux abrutis qui avaient envie d'en venir aux mains, mais ça gardait un esprit bon enfant. Même les slogans étaient, il y avait des petits chants de guerre, des petits noms d'oiseaux qui n'étaient pas bien méchants. Alors qu'aujourd'hui, je me dis, bah, dans la même situation, moi j'ai vu un échauffourin, un Lillois, un Lensois se rentrer dedans. Je pense que ils étaient restés à se friter à deux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le truc idéal pour générer une espèce de scène de liesse et de pugilat collectif. Je pense qu'il y a vraiment eu, j'ai senti ce changement dans les années 90 où tout d'un coup, on est passé de la rivalité à la haine, quoi. Et tout est devenu très premier degré, à tel point maintenant que quand on dit qu'il y a des branleurs dans les stades, ils pratiquent très concrètement la masturbation, notamment un supporter lillois et lensois qui se sont adonnés à des gestes d'une stupidité incroyable. Voilà, donc, et derrière, moi, je voudrais rebondir, je voudrais reprendre un petit peu les deux points positifs, je trouve. Ça a été d'abord l'attitude des joueurs en deuxième mi-temps, où le match était très engagé, et les joueurs, je ne sais pas s'ils avaient conscience du fait, ont eu le bon goût d'éviter d'envenimer les débats. C'est-à-dire que le match est resté très correct sur le terrain, très engagé, mais très correct. Et je me suis dit, tant mieux, parce qu'il suffisait qu'il y ait un échauffouré entre deux joueurs pour que ça reparte de plus belle en tribune. Je voulais rendre hommage aussi au jeune supporter lensois qui a pris le siège sur le coin de la figure. Pour le coin, lui, il n'a pas perdu des points, il en a plutôt pris beaucoup, hein, des points de suture. Et j'ai aimé sa réaction, j'ai aimé son attitude, par-delà ce que je disais de gens qui voulaient savoir qui a commencé. Moi, je me fous de savoir qui a commencé à partir du moment d'un point de vue factuel où je vois des gens balancer des sièges sur d'autres et des gens rentrer sur le stade, non pas pour faire justice, mais juste pour venir se fighter. Je pense que savoir l'origine du truc, on s'en fout. Et la dernière petite chose, c'est l'attitude quand même du président lensois, que j'ai trouvé très douteuse. Et je pense qu'à mon avis, ça, c'est une façon d'ouvrir son parapluie. De dire voilà, parce que Julien l'expliquait, toi tu l'expliquais, ce qui a été mis en cause, c'est l'organisation. En effet, on voit les tribunes qui sont séparées par rien, il n'y a pas un filet, il n'y a rien. Et le mec, au final, c'est dire non, le problème, c'est pas du tout notre organisation, c'est les méchants lillois. C'est-à-dire qu'il est reparti dans ce délire manichéen, qui est le truc idéal pour refoutre de l'huile sur le feu, quoi, pour alimenter un peu plus la rivalité. Et j'ai trouvé que ça allait à l'encontre, par exemple, de son directeur général, qui pour le coup a été beaucoup plus sensé, je pense.
Il nous a prouvé que par moment, quand tu es président, vaut mieux se taire quand tu Ouais, non, maîtrises mais c'est mal ça. le sujet du football. Parce que Gourlian, il est venu au football au départ pour des raisons surtout financières. Et Mhm. il s'est piqué au jeu. Mais en intervenant comme ça, il a prouvé qu'il y connaissait rien. Là où Arnaud Pouille avait été de très bon niveau, modéré. Je fais le parallèle, On ouais, voit ouais. d'ailleurs dans les sanctions qu'il a prises à l'égard des Lensois qui sont rentrés sur le terrain. Enfin, on utilise quelque chose qui était à la disposition des clubs, c'est-à-dire l'interdiction commerciale de donner des entrées à certaines personnes. Arnaud Pouille a vraiment été là-dessus valeur d'exemple. Et où Gourlian qui arrive en disant c'est les Black Blocs lillois, mais Oui. qui fait preuve d'une méconnaissance totale de la culture des tribunes, d'une méconnaissance totale de ce qu'est le monde des supporters et des ultras. Le mec, il s'est même plutôt ridiculisé qu'autre chose. Mhm. Donc, il continue à mettre du pognon dans son club, c'est très bien, mais qu'il reste dans la finance, parce que quand il parle de football, ça n'a aucun sens, quoi. Les deux qui ont ouvert le parapluie, c'est Gourlian et c'est également le préfet du Pas-de-Calais qui lui Oui. aussi se réfugie derrière les méchants supporters lillois, alors que finalement, un des principaux responsables, c'est aussi la personne qui dirige les CRS et qui n'a pas envoyé les CRS entre les deux tribunes pour empêcher les événements de s'accentuer. Donc, en fait, c'est une tactique un peu qu'avait utilisé le président d'Amiens lorsque la tribune du stade s'était écroulée. Il avait focalisé sur la violence du public lillois, qui n'avait fait que bouger et eu la malchance de tomber sur une barrière où les clous et les vis étaient rouillés et qui tenaient à peine. Donc ça a marché pour Amiens, donc il n'y a pas de raison que les autres ne continuent pas ces tentatives. Justement, Julien, tu avais décrit, je crois, sur France Bleu, les mesures de sécurité que tu trouvais insatisfaisantes. Tu peux nous rappeler? Alors, satisfaisantes, non. Insatisfaisantes. Insatisfaisant. Ouais, non, mais ouais, moi, ce qui manquait dans le stade, c'est pas satisfaisant pour moi. Ce qui serait satisfaisant, c'est qu'on aille au foot, un peu comme au rugby, sans se foutre sur la gueule. Ça, ce serait satisfaisant. Pour ça, il faudrait faire de l'individuel. C'est-à-dire que les mecs qui veulent se battre, qui continuent à se battre, qui fassent des fights sur les parkings, moi, je trouve ça rigolo, c'est très bien. Moi, je peux comprendre qu'on aime bien la bagarre, mais qu'on foute la paix aux enfants, aux familles, enfin, tu vois, qu'on fasse ça dehors. Et moi, cette part de la culture ultra, c'est pas quelque chose qui me dérange tant que ça met pas en danger des gens qui n'ont pas envie de se battre. C'est comme le sexe. Tant que c'est entre adultes consentants, je trouve ça super. Mais là, quand ça arrive dans un stade, ça me pose un peu plus de problèmes. Donc, comme les autorités, la Ligue, ne veut pas régler ce problème, ils n'ont pas envie de faire de l'individuel, on préfère faire du huis clos qui sanctionne tout le monde, ce qui est complètement dégueulasse. Bah, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on a toujours connu de nous dans les stades, et c'est bien le premier derby où on ne l'a pas vu, c'est-à-dire défiler entre les tribunes lilloises et lensoises, une grande bâche qui fait que tu ne vois pas les Lensois qui t'insultent, qui t'invectivent pendant toute la rencontre, un vrai no man's land, pas juste de 2 mètres avec 3 stadiers qui se battent en duel, mais un no man's land de plus de 5 mètres avec un cordon de CRS, ce qu'on a connu pendant des années quand on allait à Bollaert et aussi à Lille. Enfin, je veux dire, les mesures, on les connaît. Le hooliganisme, parce qu'on parle un peu de ça quand on parle d'ultra-violence, on le connaît depuis des années. On sait comment faire pour que les choses descendent d'un cran. C'est absolument pas ce qui a été fait par Lens. Je pense qu'Arnaud Pouille s'en est rendu compte. C'est pour ça qu'il n'a pas soufflé sur les braises. Il sait qu'ils ont déconné. Ils savent qu'ils ont mal fait. Le comportement, tu l'as dit François, du préfet qui est un représentant de l'État est scandaleux, se positionner en parlant des méchants Lensois et lui-même le mot de dire les méchants Lillois, de dire c'est les gentils Lensois qui ont envoyé le terrain pour venir défendre leurs copains, c'est lui qui l'a dit. C'est un truc de fou quand même, c'est un truc de furieux. Ça a été dit en premier par Arnaud Pouille. Et moi, ça m'avait un peu troublé. Ça a été répété par le préfet. Oui, c'est hallucinant. Mais moi, ça me perturbe parce que ça justifie presque l'envahissement de terrain. Bien sûr. En créant une espèce de milice de supporters, et je trouve ça vraiment complètement ahurissant. Enfin, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Donc on rentre sur le terrain, on vient défendre les copains, surtout qu'ils n'ont rien fait. Hein. Ils sont arrêtés au CRS et puis ils sont bien gardés de s'approcher. Et puis malgré tout, malgré cette provocation d'envahissement du terrain, les méchants Lillois, est-ce qu'il y en a un qui est descendu sur le terrain? Pas un. Ils sont tous restés derrière les grilles. Alors après, on peut râler, hein, mais les mecs n'ont pas bougé. Baptiste, tu veux rajouter quelque chose? Toi qui es jeune et qui découvre peut-être cette violence dans les stades.
Ouais, c'est désolant. Moi, je voulais juste appuyer mon argument sur le fait que ça fait un an qu'on n'a pas pu aller au stade et je pense voilà à certains supporters lensois par exemple qui reviennent dans le stade peut-être pour la première fois depuis 2 3 ans et qui sont punis à cause de certains. Alors oui, il y a les Lillois, il y a les Lensois, mais qui sont punis à cause de cet envahissement de terrain et qui ne pourront plus aller au stade donc pour 2 matchs et c'est super désolant parce que ça fait un an qu'on n'a pas vu de foot. Et c'est vraiment dommage là-dessus. Après, je pense que ouais, tout a été dit. Le cas du président de Danse, enfin, dégoûtant. Et aussi, bravo à Lange pour avoir pris des mesures nécessaires n'est pas forcément, des mesures qui ne sont pas forcément prises partout. Et ça, c'est un bon point qu'a fait le président Lançois là-dessus. Donc voilà, pour l'instant, je vous rappelle, des mesures conservatoires ont été prises, interdiction, enfin huis clos pour Lens pour les 2 matchs suivants, donc à la décision finale qui aura lieu la semaine prochaine. Et Lille se retrouve avec une interdiction de déplacement de supporters jusqu'à également début octobre. Bruno, toi qui a aussi suivi peut-être le derby de loin, mais ces violences sur le terrain ou plutôt dans les tribunes, on les J'ai allumé a... ma télé. Moi, ce sont toujours des matchs que j'aime voir, ça. Alors, j'essaie de décrocher par moment parce que l'OM prend énormément de temps et on a aussi une vie de famille et tout. Mais là, avec mon petit, je lui disais, tiens, on va regarder un beau match de foot. Et quand on allume, ça devait être le début de la seconde période et je vois je vois pas de ballon, pas de joueur. Je me disais, tiens, étonnant. Et donc, forcément, rapidement, je vois ça. Après, oui, la question, c'était de savoir si j'étais quoi, surpris ou désolé, probablement, non? Surpris ou désolé, mais surtout, Marseille était sanctionné également, je crois, d'une interdiction de déplacement de supporters. Il y a un match à rejouer. Mais à Lille, d'ailleurs, là. Tout à fait. Il y a des incidents répétés. Est-ce que tu penses que comment on peut solutionner ce problème qui est vraiment significatif de ce début de championnat? Des sanctions collectives ou des sanctions individuelles? C'est compliqué. Bon, on voit bien quand on se met à la place, et c'est Julien qui en a parlé, quand on se met à la place d'un supporter, d'un véritable amoureux de son club, d'un ultra, voilà, de ne pas pouvoir suivre son équipe en déplacement parce qu'il y en a un à 50 mètres dans la tribune qui a mis le bazar, forcément, on a les boules. Et c'est vrai que c'est pénaliser des supporters, mais c'est aussi pénaliser un club. Voilà, quand on est le LOSC et qu'on joue à 50 km de la maison à Bollard et qu'on a, je ne sais pas combien vous étiez, 1000, 1500, 2000, 200. Je ne sais pas combien. 1200. Voilà. 1200, 1200. C'était le maximum autorisé. Ouais. Tout à fait. Habituellement, le partage mais c'est bien, mais c'est quand même un vrai plus. Oui. Donc, non, c'est quand même. C'est pour ça que je dis que c'est pénaliser son équipe aussi, même à l'extérieur. Et là, l'OM n'aura pas de ses supporters, par exemple, là, au stade Carmaurois ce dimanche. Et ça, c'est dommage. Après, la solution, franchement, personne ne l'a. Maintenant, est-ce que d'un point de vue politique, les décisions sont suffisamment fortes pour éviter ça? Ce n'est pas certain non plus. C'est vrai que dès le lendemain des incidents entre Nice et Marseille, souvenez-vous-en, alors les supporters de l'OM n'étaient pas concernés, c'était une seule partie des supporters, ceux de l'équipe qui accueillait le match, donc de Nice. Dès le lendemain matin à 8h, on est à peine réveillé, Roxana Maracineanu à nous, la ministre déléguée au sport, elle avait déjà eu son mot à dire là-dessus. Donc ça prend des proportions importantes. Maintenant, faut voir en termes de sanctions, c'est encore compliqué. C'est encore compliqué. Les Lensois se sont aussi sanctionnés eux-mêmes. Mine de rien, leur seule défaite de la saison, c'est contre Strasbourg à domicile, 4 jours après, et c'est dans un stade vide, mine de rien. Et ça joue. Maintenant, pour éviter peut-être que ça se reproduise, j'en discutais avec je ne sais plus qui la semaine dernière, qui me disait, de toute façon, un supporter, il est touché quand son équipe est pénalisée. Donc, peut-être que Nice, il aurait fallu mettre, je ne sais pas moi, 5 points en moins. Match perdu et 5 points en moins. Peut-être qu'à un moment donné, quand tout ça arrive et quand les supporters lensois décident d'envahir le terrain, enfin, c'est qu'à un moment donné, dans la tête, il se dit, allez, on y va ou on n'y va pas? Parce qu'il y en a qui ont dit, on y va ou on n'y va pas et qui sont restés. Forcément, il faut qu'à ce moment-là, ça puisse percuter, quoi. Et que, quelque part, on pénalise son club. Voilà. Et il faudrait que tout le monde en prenne conscience, mais pénaliser son club, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sanctions sont vraiment exemplaires et vraiment très importantes. Et peut-être pas
qu'un match à rejouer ou qu'un match à huis clos la semaine d'après ou des choses comme ça. Il faudrait peut-être aller plus loin. Voilà. Voilà, et puis peut-être aussi des sanctions individuelles et pénales. Oui, bien sûr. On on en a parlé. des sortir caméras des dans tous les stades, ces gens-là. Les sortir des stades, ces gens-là, bien évidemment, et que pendant le match, ils aillent au commissariat, effectivement. Effectivement, c'est ça l'interdiction de stade. Alors, pour les pointer. Alors juste, en sachant que si on parle d'interdiction de stade, l'IDS, qui est une décision du préfet qui fait une liste, moi je suis contre. J'ai toujours été contre. C'est pas de la justice. Ouais, mais ça existe. Oui, les IDS sans passage au tribunal, ça existe. Je vous le dis, moi je suis contre. Moi je suis pour la justice pénale dans les tribunaux, mais pas les interdictions administratives de stade. Je voulais juste préciser ça. Quand je disais responsabilité individuelle, c'est pour moi devant les tribunaux. Aujourd'hui, il y a des caméras dans tous les coins du stade. On peut repérer rapidement qui sont les trublions, comme dirait un ancien Premier ministre bien connu dont le nom m'échappe. Et c'est ensuite facile, même si ça prend un peu de temps, faire un peu ce qui s'est passé aussi en Angleterre. Il y a une responsabilité. Chacun agit en fonction de sa propre responsabilité, ce qui n'empêche pas à côté de ça finalement de pénaliser aussi le club. Alors là, en l'occurrence, les matchs à huis clos pour Lens, pour moi, c'est pas tant pour les supporters qui sont rentrés sur la pelouse, mais c'est pour les défaillances en termes de sécurité qui étaient flagrantes, en tout cas selon mon analyse. Et c'est pour ça que ça me paraît logique, ainsi que peut-être les défaillances au niveau du LOSC, qui a peut-être pas su encadrer complètement ses supporters et qui se retrouve avec une interdiction de déplacement. Mais de toute façon, à partir du moment où tu dis j'ai reçu du popcorn et j'ai reçu des briquets de la part des Lensois qui étaient au-dessus, déjà à la base, il y a un problème de sécurité, ça ne doit pas arriver, c'est pas normal. Tout à fait. Ça commence là. Et puis, la justice s'en est mêlée. On voit l'exemple de Nice-Marseille. Le lendemain, le supporter qui était entré sur la pelouse et qui avait tenté de frapper Dimitri Payet, eh bien, ce supporter-là, pour le moment, attend le délibéré. Effectivement, son jugement a été mis en délibéré. On attend que la sanction et ce jugement soient prononcés, mais le procureur a réclamé 6 mois de prison ferme de mémoire. Ouais, et donc, ça veut dire ferme. Voilà, donc ça veut dire concrètement qu'il y aura aussi une impossibilité pour lui d'aller au stade. Et ça, ce n'est pas le préfet. Ce n'est pas une interdiction administrative de stade, effectivement. Donc, ça peut aller au-delà. Voilà. Il y a un supporter lillois qui a été arrêté pendant le derby. Il avait balancé un siège sur les CRS. Il n'a pas choisi sa cible. Et il a été poursuivi en comparution immédiate. Donc, ça a été reprogrammé. Mais lui, donc, son sort va être défini très rapidement. Ça risque de mal se passer pour lui. Ouais. Voilà. Et puis, c'est arrivé aussi à une époque où il y a eu un envahissement de terrain au stade Pierre-Mauroy contre Montpellier, la première année de Galtier, à l'époque où Lille était mal en point. Le lendemain matin à 6 heures, les forces de police étaient au domicile des quelques supporters qui avaient été identifiés pour des mesures. Il y a eu procès et au final, des interdictions de stade d'approche des enceintes sportives pendant une période très longue de 1 an et demi pour certains d'entre eux. Donc, il y a des mesures qui existent. Est-ce qu'elles sont justifiées ou pas? C'est le juge qui doit se déterminer, c'est pas nous. Mais je pense qu'il faut les appliquer, en tout cas en même temps que des décisions sportives collectives, comme des huis clos ou autres interdictions. Je vous propose, alors c'est très actif sur le chat. Alors d'abord, la plupart aussi soulignent les problèmes d'organisation au niveau du stade. On a également Sébastien qui propose à la mi-temps de mettre un grand ring au centre pour faire défouler les supporters qui ont envie de se battre. Et puis surtout, on a Parlons LOSC qui a gagné une place pour Lille-Marseille. Il a trouvé la réponse. Les piliers du bistrot, est-ce que vous connaissez le buteur du match Lille-Marseille? J'ai un doute, c'était pas Garçon. Non, il était sur l'action, mais c'est pas lui qui l'a fini. J'avais Assad Dourian en tête, moi. Non, c'est Franck Renoux. Renoux, oui. Je sais qu'il y avait Garçon sur l'action et Renoux. Franck Renoux. Je voulais profiter de l'occasion pour saluer nos amis de DBC qui ont un super article sur ce match qui reprend tout le contexte et sur lequel j'ai pu rafraîchir ma mémoire. Donc, parlons LOSC. Bravo, félicitations. Puis on se recontacte après l'émission pour définir les modalités pour récupérer la place pour le match Lille-Marseille. Ça fera un Marseillais de moins dans le stade.
parce que Bruno, il faut te préciser quand même que le stade sera rempli de Marseillais, Oh, bah, c'est sûr, parce que bien tu sûr. sais à quel point la communauté expatriée marseillaise existe. Il y en a un parmi nous, Georges, qui habite à Dunkerque. Je peux te dire qu'il le sait plus que les autres parce qu'ils sont une multitude dans le Dunkerquois. Et donc, pour les gens qui aiment les survêtes de Chelsea, les survêtes du Real avec un haut de Marseille, je peux te dire qu'il y en aura plein les tribunes. Bah, le Mais match est c'est ça, complet hein, déjà. quand on reçoit le plus grand club du monde, à un moment donné, il faut s'y Surtout, attendre. C'était le cas à Nice, c'était le cas à Montpellier, ce qui a aussi provoqué ces incidents, voilà. hein, malheureusement. Mais ouais, il y a des supporters de l'OM de partout. Et en Surtout que plus, comme il n'y là-dessus, aura pas de parcage visiteur, voilà. il y en a qui Bah vont ouais, essayer non. d'avoir des places. Voilà, hein. Il est Bah, aussi le match. objectif que sur un Charlet, Bruno. Vous avez remarqué, c'est comme Ouais. ça qu'il les recrute chez France Bleu. Je savais pas que le Real venait jouer à Lille. Et le Real et le Bayern de Munich aussi. Justement, On a un mélange de tout ça, ouais. En parlant du Real et de Bayern de Munich, les futures victimes du LOSC en Ligue des Champions, je vous propose d'aborder la troisième partie de l'émission, Coupe d'Europe, Lille et Marseille, priorité à l'Europe. Deux rendez-vous déjà importants pour les Lillois et les Marseillais. Donc, mercredi, deuxième match de Ligue des Champions à Salzbourg. Et jeudi, premier match à domicile, si je ne dis pas de bêtises, de l'OM en Coupe d'Europe contre Galatasaray. On va commencer par toi, Bruno. Comment tu vois ce match dans une période où Marseille est un peu au ralenti, tu le disais tout à l'heure, en Ouais. championnat? Est-ce que c'est le bon moment? Un match qui est déjà crucial. De mémoire, Marseille a fait match nul, je crois, au premier match. Ouais. Un match qu'ils ont très très largement dominé, même si ils avaient été sauvés par un poteau en milieu de première période, mais ils avaient ultra dominé ce match sans être en danger. Ils menaient 1-0 sur un penalty d'Under, et puis finalement ils ont craqué à la toute dernière minute sur une frappe un peu lointaine, l'une des rares frappes des Russes. C'était contre le Lokomotiv Moscou à Moscou. Et en fait, voilà, il y avait 3 points qui leur tendaient les bras, et là ils se retrouvent déjà dans une position un peu particulière parce que cette Coupe d'Europe, peu de supporters en fait s'en rendent compte pour le moment, mais elle est passée de 48 à 32 équipes. On parle de la Ligue Europe. Et en fait, il n'y a que le premier du groupe qui bascule directement en huitième de finale. Le deuxième, il joue une sorte de 16e de finale contre un reversé de Ligue des Champions. Donc en fait, pour vraiment être certain de poursuivre l'aventure, il faut essayer de terminer en tête. Et donc l'OM, alors sans parler d'être déjà au pied du mur, mais l'OM qui reçoit Galatasaray, qui, lui, ce club-là, a gagné son premier match face à la Lazio de Rome, et ben, l'OM est déjà devant la nécessité quasi de l'emporter. Donc voilà, une victoire et les Marseillais seraient sûrs d'être leaders, mais ce match, il va compter vraiment sur la dynamique actuelle de l'OM, qui reste sur 2 rendez-vous sans victoire, et puis sur la dynamique en Coupe d'Europe aussi. On sait qu'ici, la Coupe d'Europe, c'est très important. Les gens ont de nouveau envie de vibrer, de rêver. Il ne faut pas oublier qu'il y a 3 ans et demi, l'OM est quand même allé de nouveau en finale de cette compétition-là. Elle est plus costaude cette année, mais voilà, c'est un match qui va compter. Voilà. Surtout, c'est un groupe qui est difficile. On a cité tout à l'heure Galatasaray qui a gagné son premier match. Il y a la Lazio qui a donc été battue par Galatasaray. Et Lokomotiv Moscou, comme on dit C'est vulgairement. très faible, le Lokomotiv Moscou. C'est très faible, mais les 2 autres équipes, Galatasaray et la Lazio, qui sont plutôt des noms connus en Europe, avaient pas très bien débuté leur championnat, se ressaisissent un peu. La Galatasaray a gagné ce week-end, mais est loin encore des autres clubs d'Istanbul. Ses rivaux, là, de Beşiktaş, de Fenerbahçe. Et puis, la Lazio a gagné le derby là, face à l'AS Rome de Mourinho, 3-2, je crois bien. Et voilà, se refait aussi un peu. Donc, ça va être très ouvert. Et puis, avec un OM qui joue la Coupe d'Europe cette saison, Sampaoli, il est aussi au taquet là-dessus. Il met quasiment sa meilleure équipe. Voilà, donc ça va être très intéressant. Et puis après, on verra, mais quand il y a 2 équipes comme ça qui jouent en milieu de semaine, il y aura aussi des conséquences au niveau physique. Donc, ça va être intéressant de voir ça. On en reparlera dans la 4e et dernière partie. Exactement. Justement, les 2 clubs seront handicapés, mais peut-être l'avantage à Lille qui aura un jour de plus Exactement. en récupération. Exactement. On parlait d'un groupe serré et disputé. Lille est également dans un groupe très serré et disputé où tout le monde a fait match nul lors de la première journée. Et là, on va assister finalement à une première peut-être finale pour au moins la 3e place. C'est Salzbourg et Lille sont les 2 petits du groupe par rapport à Séville et Wolfsburg. Comment vous voyez ce match? Georges, je vais commencer par toi.
Moi, ce qui est très intéressant, c'est déjà l'évolution. Parce que je me souviens qu'avant Wolfsburg, ici même, j'entendais beaucoup de gens placer la priorité sur le derby. J'ai l'impression qu'il y avait vis-à-vis de cette Coupe d'Europe une espèce je ne sais pas, il n'y avait pas d'emballement. Et le match de Wolfsburg a montré qu'on avait toute notre place dans ce groupe, enfin, qu'en tout cas, face à un adversaire qui était quand même une équipe qui dominait la Bundesliga, on s'en est tiré plus qu'avec les honneurs. Et moi, à titre personnel, j'y croyais déjà avant Wolfsburg, j'ai vraiment envie d'y croire. Je pense que ce match-là va donner réellement l'impulsion de la suite. Alors, comme tu le disais, je pense que ça va nous mettre en ballottage, ou favorable ou défavorable, il n'y aura rien de définitif, mais je pense qu'une victoire à Salzbourg nous laisse augurer la perspective quand même de poursuivre un printemps européen. Alors, est-ce que ce sera en Europa League? Est-ce que ce sera en Ligue des Champions? En tout cas, je pense que ce match va être important de ce point de vue-là, non pas pour la qualif en huitième, mais au moins pour aller plus loin en Coupe d'Europe et puis exister, ce qui ne nous est pas arrivé depuis longtemps, dans un groupe de Ligue des Champions. Alors, tout le monde n'est pas du même avis. Sur le chat, parlons-là, je trouve que Salzbourg n'est pas du tout le petit du groupe et pourrait même être facilement… Ils ont tout gagné. Ouais, ils ont tout gagné en championnat, je crois bien. 8 matchs, 8 victoires déjà. Après, il faut voir le niveau du championnat autrichien par rapport à la Ligue. Et je pense qu'ils ont un handicap terrible. Ils vont jouer, leurs deux titulaires en défense centrale sont blessés, il me semble. Et on parle de blessures type fracture, donc pas d'être là. Et le troisième joueur susceptible de jouer en défense centrale est également blessé. Donc, ils ont une hécatombe sur… On va parler statistiques et joueurs. La porte est ouverte pour Baptiste, qui va certainement nous préciser, nous confirmer ces informations. Comment tu vois cette équipe de Salzbourg? Alors, j'ai pas du tout de statistiques là-dessus. Voilà, c'est dur, c'est dur. Mais j'en ai, si tu veux. Voilà, Christophe, parfait. Non, ce match contre Salzbourg, je pense que ça va être un peu comme contre Wolfsburg. On va avoir un peu le match en main. Il va falloir faire très attention. Ça va être au niveau de la défense, parce qu'il me semble qu'il y a 2 semaines, il y avait eu 3 pénaltys pour Salzbourg, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça se jette assez rapidement. Donc, je pense que José Fonte et Sven Botman vont avoir du travail derrière. Donc, je pense que si on arrive à être efficace, pas comme Wolfsburg, mais si on arrive vraiment à être efficace, je pense qu'il y a quelque chose. On a un petit avantage. Alors, vous allez me dire que c'est rien du tout, mais on aura un arbitre turc. Peut-être qu'il y aura un petit avantage avec une trio turc, et je finirai après sur une petite parenthèse par rapport à la Youth League aussi, parce que Lille joue aussi Salzbourg en Youth League, et la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, ils avaient fait une super belle prestation, et ça peut jouer vraiment le haut du tableau en Youth League, donc petite parenthèse à eux, mais en tout cas… Mais c'est très costaud, Salzbourg en Youth League, parce que c'est le groupe Red Bull, là, et ils récupèrent des petits joueurs à droite, à gauche. Je me souviens, moi, avant d'arriver à Marseille, je commentais les matchs de la Auxerre, et l'empire du groupe Red Bull avait recruté un gamin de 14 ou 15 ans, d'ailleurs qui s'est un peu perdu malheureusement, mais aucun club français, même avec de l'argent, n'avait réussi à le recruter. C'était une pépite, et il était parti là-bas. Donc, c'est très costaud chez les jeunes, et on le voit, et petit à petit, ils arrivent en équipe première, quoi. Il y a une vraie politique de formation et de post-formation finalement à Salzbourg. Georges, tu avais des informations sur cette équipe de Salzbourg? Non, j'ai oublié dire… Non, Georges, pardon, Christophe. Christophe plutôt, oui. C'est la fin on approche de la fin de l'émission. J'ai du mal à tenir la durée. Christophe, Il faudrait boire une Red Bull, là. Pour revenir sur ce que disait Bruno, effectivement, c'est une vraie politique de formation, mais ça va au-delà. Et alors, déjà cette année, ils ont 9 victoires en 9 matchs. Ils ont marqué 23 buts, donc ça cartonne quand même. Ils n'en ont pris que 4. Ils ont une moyenne de 3 buts par match, qui est quand même pas mal. Baptiste pourra confirmer ça. Ça joue vraiment offensif. Ils ont 4 jeunes devant qui sont très très bons. Tous ces jeunes sont passés par un club satellite qui joue en Ligue 2 autrichienne, qui appartient au même groupe. Le coach qui a pris l'équipe cette année vient également de cette équipe, qui est un Allemand qui a fait une belle carrière en Allemagne, notamment à Stuttgart, je crois, il y a Hoffenheim, mais qui pratique un vrai jeu avec un vrai numéro 10 en soutien de 2 attaquants, avec un petit jeune devant, un Allemand. Je pense qu'il y a pas mal de clubs qui sont déjà sur lui, qui doivent bien le suivre. Alors, j'ai regardé un petit peu, la moyenne d'âge, elle est terrible. Je pense qu'on a du 19 ans, du 20 ans, enfin… Les quatre joueurs offensifs, c'est vraiment du très très jeune, du haut niveau. Alors leur match à Séville, ça a été un vrai match de Coupe d'Europe pour tous ces jeunes.
Il y a eu 8 cartons jaunes, dont un qui s'est transformé en rouge. Ils ont joué presque la deuxième mi-temps complète à 11 contre 10. Ils n'ont pas réussi à concrétiser tout ça, mais ça a été un vrai match de Coupe d'Europe pour eux. Et je pense qu'il faut s'attendre à un match compliqué. C'est pas la petite équipe. Vraiment, je vais dans le sens de Bruno. Je m'attends à un match compliqué là-bas. Ça va pas être de la rigolade. Julien, ton avis sur ce deuxième sommet de la Ligue des Champions? Bah, mon avis, c'est qu'on est dans les noms, en tout cas dans le prestige, on est dans un groupe d'Europa League, là où Marseille est dans un groupe de Champions League. En tout cas, dans les noms, hein. Moi, ça m'aurait fait plus bander de jouer la Lazio et j'en sais rien, moi, Galatasaray, Fenerbahçe. Enfin, ça, c'est des clubs voilà, qui parlent. Là, Wolfsburg, Salzbourg, ça ne fait pas forcément rêver. Même si, vous l'avez dit, Salzbourg, c'est fort, il y a du gros potentiel. Il y a la logique AlphaTauri, Toro Rosso derrière, comme en Formule 1, où tu as du petit jeune qui fait ses armes et qui monte derrière dans la grosse équipe. Je voudrais juste revenir au tirage au sort. À ce qu'on s'est dit au moment du tirage au sort, avant de savoir qu'on faisait un début de saison catastrophique. On s'est dit, et en tout cas, les suiveurs du foot français ont dit « Ah !» Lille est dans un groupe qui est jouable. Ils vont pouvoir jouer quelque chose dans ce groupe. Ce qui était clairement, après le derby, inenvisageable. Jamais on espérait. Après la mi-temps, la première mi-temps contre Reims, après les 70 premières mi-temps à Strasbourg, je revois le Lille de l'an dernier et je pense qu'en effet, le LOSC champion de France, au niveau de ce qu'on a fait l'an dernier, il peut se qualifier dans cette poule. Donc, je suis plutôt optimiste parce qu'encore une fois, je vois cette montée en puissance, je vois cette progression, je vois, en tout cas j'ai l'impression de voir Gourvenec avoir de plus en plus la main sur cet effectif. Et si c'est le cas, et si on revient au niveau de ce qu'est le niveau du LOSC champion de France l'an dernier, je pense qu'on peut se qualifier dans ce groupe et que donc on peut gagner demain. Réponse, début de réponse en tout cas dès demain matin, enfin demain soir, pardon, avec donc ce match en direct sur les chaînes de télé habituelles qu'on suivra avec beaucoup d'attention et beaucoup d'envie. Je vous propose de passer maintenant à la dernière partie de l'émission. On va évoquer le match au sommet du championnat de France. Alors, il n'est pas diffusé à 20h45, il est diffusé en fin d'après-midi. Lille-Marseille au stade Pierre-Mauroy, un vrai test probant pour le LOSC. On a, depuis le début de saison, rencontré des équipes plutôt, je ne vais pas dire de milieu de tableau, parce qu'on a rencontré Nice et Lens qui sont proches du podium, mais des équipes qui ne sont pas des ténors du championnat. Marseille, c'est la première grosse affiche. Que pensez-vous de ce match? Quelles sont vos attentes, Baptiste? Qu'est-ce que ça va être dur? Je pense que ce match il va être hyper dur. Déjà, j'aimerais donner toute ma reconnaissance et dire bonne chance aux analystes vidéo du LOSC, parce que le système marseillais, mais alors, il est incompréhensible. Ce 3-4-3 modulé, enfin vraiment, moi, j'y comprends rien. Donc, franchement, bon courage à eux, parce que le système, vraiment, il va nous embêter. C'est un système à 3 derrière qui peut permettre à Lille d'avoir des ballons entre les lignes et qui peut ne pas les avoir. Donc, ça va être très compliqué, ce match. Je pense que je ne sais pas du tout quoi en penser. Franchement, Lille peut gagner comme peut perdre. Franchement, je vais laisser mes coéquipiers le dire parce que j'ai aucune idée de la fin de ce match. Alors, Bruno, Marseille fait un début de saison plutôt correct. Il y a 4 victoires, 2 nuls, une défaite, on l'a vu cette semaine contre Lens, et un match à rejouer. C'est lié à quoi? Au système de Marseille? C'est Sampaoli qui apporte sa patte dans un groupe constitué? C'est un mercato réussi? Comment tu traduis finalement ce début de saison marseillais? C'est vraiment un mélange de tout ça. Il y a enfin la vraie patte de Sampaoli qui avait, je crois bien, coaché l'équipe à 11 reprises la saison dernière, mais on savait que c'était une fin de cycle. Il y a eu plus de 10 recrues. Il aligne régulièrement 6 nouveaux joueurs. Sampaoli, c'est tout l'inverse du LOSC, par exemple. Donc, il a fallu que ça prenne. Pour le moment, ça prend vite. Je lui demandais d'ailleurs la semaine dernière s'il n'était pas surpris, c'était avant la défaite face à Lens, s'il n'était pas surpris de voir que son équipe jouait déjà très bien, était rodée avec ce nouveau système dont on vient de parler si rapidement. Et il dit si, en gros, je ne m'y attendais pas et tout. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura du spectacle. Parce que dans toutes les rencontres avec Sampaoli, on se régale, vraiment.
Un peu moins à Angers, c'était plus fermé, mais Angers avait pas mal défendu. L'OM méritait de gagner, avait eu 2 grosses occasions, ils ont fait 0-0 et tout. Mais contre Lens, c'était génial, ça allait d'une surface de réparation à l'autre, presque d'un but à l'autre et tout. Voilà, il devrait y avoir des buts. L'OM en marque pas mal, en prend aussi. Arrêtez d'en prendre, mais en prend de nouveau. Mais c'est dû à tout ça. Il y a vraiment un nouveau souffle à l'OM avec une nouvelle défense. Saliba est très bon, Luan Pérez est très bon. Il y a un nouveau gardien à la place de Mandanda, mais bon, on verra si ça dure ou pas. Mais il y a aussi Guendouzi qui apporte beaucoup au milieu. Voilà, devant, on attend le retour de Milik, mais en attendant, sur les côtés, il y a Under, il y a Gerson, il y a pas mal de nouvelles têtes et il y a une vraie belle dynamique. On verra si ça dure ou pas. Il y a quand même des petits points d'interrogation qui petit à petit se positionnent parce qu'il y a une énorme débauche d'énergie de la part des joueurs. Vous allez les voir courir de partout. Et puis, il y a ce schéma tactique totalement novateur, un 3-2-5, un 3-4-3. Ça, c'est en phase offensive quand l'OM a le ballon. L'OM a toujours eu plus le ballon que son adversaire sur tous les matchs qu'elle a disputés, cette équipe marseillaise. Mais par contre, en phase défensive, dès que l'OM perd le ballon, vous allez voir 4 défenseurs. Il y a toujours un milieu de terrain qui vient arrière droit. C'était Rongier, c'était Camara un peu en début de saison. Depuis que Lirola est arrivé, c'est souvent lui qui redécroche. Voilà, il y a 2 schémas tactiques dans le même match, suivant que l'OM ait le ballon ou pas. Donc, il faut que l'adversaire le gère. Mais on a vu, et Sampaoli l'a répété, à l'image du match de Lens, quand l'adversaire lit très très bien le schéma tactique de l'OM, il peut vraiment embêter l'OM. Et là, je suis désolé de vous le dire là comme ça, mais Franck Hayes, il avait très très bien préparé son job et son affaire, et il a vraiment embêté l'OM. Voilà. Donc, il y a des possibilités. Et puis, je terminerai pour laisser la parole aux camarades. Jean Fernandez, que vous avez connu, je crois bien au LOSC, bien évidemment. Je l'ai bien connu à Auxerre. Et je me souviens d'une de ses remarques. Il disait, mais Bruno, 4 jours de repos entre 2 matchs, c'est énormissime par rapport à 3 jours de repos entre 2 matchs. Et on ne mesure pas les 24 heures supplémentaires en quoi c'est bénéfique pour une équipe. Et là, ce sera le cas à l'avantage de vous, des Dogs, qui vous jouez mercredi. L'OM ne jouera que jeudi. Et ça peut aussi à un moment donné peser, même si les coachs seront peut-être obligés de faire un peu tourner et les 2 équipes ont la possibilité de faire tourner. Mais ça peut aussi avoir son mot à dire sur un match comme ça qui va être un choc. Voilà. Alors, à moduler, parce que généralement, les Lillois rentrent directement après le match à Lille en Coupe d'Europe. Et là, apparemment, sur ce que j'ai pu comprendre, ils dorment sur place parce que l'aéroport est fermé. Donc, ça va être 3 journées et demie de repos au lieu de 4. Non, mais il y a quand même, c'est sûr que le retour a lieu le lendemain, mais il y a quand même la possibilité, effectivement, de souffler un peu, tout à fait. Ouais. Alors, Christophe, la clé du match, c'est la journée de repos supplémentaire, c'est le travail de Gourvenec qui doit étudier l'équipe de Sampaoli, ou c'est simplement le niveau des joueurs des 2 équipes? Comment tu vois ce choc? Je crois que c'est surtout la récupération, comme le disait Bruno. Le match de dimanche soir a été d'une intensité incroyable. La récupération de ce match n'a pas dû être facile. La projection vers l'Europe, forcément déjà tout de suite le lundi. Dans quel état physique et psychologique vont être les joueurs? Je pense que ça va être compliqué pour eux. Et il y a aussi un petit point que je voudrais aborder avec Bruno, si j'en ai 3 secondes. L'état psychologique de Mandanda et du gardien Pao, là, c'est ça, Lopez. Est-ce que ça peut influencer le jeu de l'équipe? Et comment tu vois, toi, la dualité qu'il peut y avoir entre ces 2 joueurs et l'influence psychologique que peut avoir Mandanda sur les autres joueurs de l'équipe? En fait, tout se mélange, c'est-à-dire que Mandanda, c'est un leader, c'est le capitaine de cette équipe. Il le prend très mal, le fait d'être sur le banc et de ne pas trop comprendre pourquoi. Il a débuté la saison avec 2 matchs moyens. Il a poursuivi avec 2 bons matchs. Le match à Nice qui finalement sera à rejouer et ensuite la réception de Saint-Etienne. Et d'un coup, donc après la trêve, il a mis Pao Lopez qu'il voulait absolument, Sampaoli. Il ne voulait pas Pao Lopez absolument, il voulait un autre gardien. Et c'est son entraîneur des gardiens, qui est espagnol, qui a connu Pao Lopez en Espagne, qui l'a recruté. Mais pour répondre à ta question, c'est que s'il y a le recrutement de Pao Lopez, c'est pour influer sur le jeu de l'Olympique de Marseille avec des relances du gardien, des relances courtes, une prise de risque monumentale à chaque fois. Et Lille aura probablement des possibilités là-dessus. Il relance. Des fois, il n'y a personne dans le but. Il y a des supporters qui me disaient « c'est pas possible de faire ça ».
Ils se font des passes latérales à 4 mètres du but. Et il y a un joueur adverse qui est là à 10 mètres. Il suffit d'un mauvais contrôle ou quoi que ce soit, et ça peut. D'ailleurs, l'OM s'est mis en danger à provoquer ce pénalty pour Lens de la sorte. Ça, c'est une vraie consigne de Sampaoli, et les Marseillais l'exécutent. Et du coup, avec ce jeu au pied bien meilleur que celui de Mandanda, Paul Lopez est pour le moment titulaire. Et on a compris dans les propos de Sampaoli que c'est lui qui allait poursuivre. Mais pour le moment, il ne montre pas forcément, hormis dans les sorties aériennes, qu'il est meilleur que Mandanda. J'ai interrogé Jérôme Alonso, là, qui est notre consultant foot, l'ancien gardien, notre consultant foot à Radio France, et lui ne comprend pas. Il dit que c'est un choix arbitraire. Il a écarté Mandanda, ok. Moi, déjà, je ne comprends pas pourquoi. Il n'a pas fait d'erreur ou quoi que ce soit. Et puis, je ne vois pas Paul Lopez meilleur. Il ne fait pas gagner de points à son équipe. Il n'est pas meilleur dans le jeu, ainsi de suite, que Mandanda. Le jeu au pied, moi, je ne trouve pas que ce soit fantastique et tout. Donc, ça commence et ça continue de beaucoup parler. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ce sera un vrai souci, je pense, pour Sampaoli. Et du coup, peut-être quelque chose d'intéressant pour les adversaires. Parce qu'il n'est pas totalement serein, Paul Lopez. Merci. Alors, une remarque sur le chat de l'émission, spécialement pour Baptiste. On parlait de Jean Fernandez, ce n'est pas le chanteur de Born to Be Alive. C'est un ancien entraîneur de Marseille et de Lille. Voilà. Cette précision méritait d'être dite. Georges, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce match Lille-Marseille? Marseille, alors, c'est marrant, ça fait écho. J'ai vu le match donc, de dimanche soir contre l'équipe dont on ne dit pas le nom. Et en fait, moi, j'ai été marqué, alors, Bruno disait, ça allait d'un but à l'autre. Moi, j'ai surtout été marqué par vraiment des temps-séquences de blocs-temps très forts. Et Marseille a été particulièrement impressionnant dans les 20 dernières minutes de la première mi-temps et sur une espèce d'orage en deuxième mi-temps où, d'ailleurs, il y a une barre transversale. Il y a quelques arrêts de l'ECA qui, de temps en temps, peut être déterminant. C'est un gros match, l'ECA, dimanche. Non, mais et après, en effet, je te rejoins sur l'idée que je pense que le match est gagné tactiquement par Franck Hez, qu'il a fait très astucieusement. Il n'empêche que ça va pas être un match évident. Il est intéressant aussi de voir que justement sur les temps faibles, parce que c'est évoqué par de la prise de risque, c'est une équipe qui peut devenir friable. Finalement, c'est peut-être un petit peu la patte de son maître, puisque je crois qu'il est très inspiration. Bielsa, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, il y a vraiment cette idée que c'est une équipe qui joue, qui va prendre des risques. C'est pas pour me déplaire, parce qu'en effet, je pense qu'on peut espérer, au vu du football que pratique le LOSC, une belle opposition. Je sais que je serai au stade. Déjà, j'espère assister à… Je pense que si Lille est dans la dynamique actuelle, ça peut donner quelque chose d'assez étincelant. Avec, de par le fait, justement, de ce genre de folie, peut-être avoir un match au résultat particulièrement indécis, quoi. Julien, pour terminer cette émission, quel est ton avis? Quelles sont les clés du match Lille-Marseille? Les clés, je ne sais pas. Alors, deux choses. Déjà, ça me fait rire cette histoire de Paul Lopez. Une chose est sûre, c'est que Mandanda, il est faible au pied. Ça a toujours été sa plus grosse faiblesse. Et quand tu compares au gardien qu'on a eu l'an dernier et qui a fait qu'on était champion, la différence, elle est abyssale. On avait, j'ai du mal à l'oublier, on avait un Mike Maignan ambidextre avec une qualité de relance au pied, mais incroyable. On en parlait souvent. Enfin, être aussi bon du gauche, du droit et être aussi précis, c'est juste incroyable. Et c'est ce qu'on demande à un gardien moderne. Donc voilà, ça c'était juste pour petit clin d'œil à Mike Maignan qui nous manque et qui continuera à nous manquer. Je suis juste surpris, Bruno, que tu n'aies pas parlé d'un joueur qui tient toujours un peu sa revanche quand il vient à Lille, parce que c'est pas chez nous qu'il a plus brillé. Il est en forme en plus. Hein. Non pas Manu Payet, mais l'autre Payet, et qui est en forme et qui n'est jamais autant en forme que dans ce type d'équipe, parce que si je dis pas de bêtises, sa plus belle saison, c'est avec Bielsa à l'époque, quand il y a des préparations physiques d'enfoirés. Et à Marseille, à l'époque, il était là, il avait fait une grosse saison, qu'il avait continué l'année d'après en étant en Angleterre, où il fait une saison à tout péter, parce qu'il surfait sur sa forme physique, sur le fait qu'il était enfin fit, un peu moins gros, etc. Et j'ai l'impression que c'est le Payet qu'on retrouve cette saison, enfin un peu plus affûté, et en tout cas qui est juste génial, hein, quand vous voyez son coup franc dimanche. Putain, il n'y a pas beaucoup de joueurs en France. Alors si, il y a Bourak, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres qui mettent des coups directs comme ça. Hein. Donc, c'est quoi l'impact de Payet et qu'est-ce qu'on peut attendre de Payet sur ce match? Joueur génial, mais j'en dirais pas autant de son coiffeur. Hein. Non, il attire cette équipe. Là, sans lui, l'OM ne revient jamais face à Lens.
Le problème de Payet Clairement. actuellement sur les 15 derniers jours, là, c'est qu'il joue un match sur deux. Il est légèrement blessé à une cuisse. Il veut le préserver. Il n'avait pas joué à Monaco, l'OM avait gagné. Il était en Russie, mais en fait, il n'a fait que trottiner et du coup, il n'était même pas rentré lors du match. Et en fait, voilà, il joue un match sur deux. Il n'avait pas joué à Angers non plus. Donc, c'est même moins qu'un match sur deux. Par contre, quand il est là, on sait qu'il est au taquet. Là, il tirait la langue sur les dernières minutes. C'était dans un vrai temps faible de l'OM. Mais par contre, il reste magique et sur les coups de pied arrêtés et effectivement sur le leadership. Voilà, on le voit beaucoup parler à Bamba Dieng, là, qui est le jeune attaquant sénégalais. Donc voilà, après, oui, c'est pas du tout le même Payet que la saison dernière, notamment au début de saison, physiquement et même mentalement. Voilà. Après, on sait souvent qu'il finit par se prendre la tête avec ses coachs. C'était le cas avec Villas-Boas, c'était le cas avant avec Rudy Garcia, alors que les deux hommes s'adoraient. Et vous les avez connus aussi à Lille, tous les deux. Donc voilà, mais en ce moment, il est vraiment dans une super dynamique. Et puis, je pense qu'il avait aussi une revanche à prendre avec lui-même. Il a un gros caractère, voilà, il est apprécié du public. Ici, il n'y a rien à dire là-dessus, mais il a vu son meilleur ennemi, Florian Thauvin, s'en aller. Il y a le leadership à reprendre. Il y a aussi, qu'on le veuille ou non, mine de rien, une volonté. Il y avait une volonté un peu des dirigeants de mettre les anciens de côté. Mais Payet, il s'est dit, les gars, avant que vous me mettiez derrière, je vais vous montrer encore. Et ils sont en train d'écarter Mandanda. Mais Payet, il est impossible à écarter actuellement. Voilà, vraiment, j'attends de voir avec Milik, parce qu'on n'a toujours pas Milik. Hein. C'est comme si il manquait Bourak depuis le début de la saison. Ouais. Et franchement, avec Milik, quand on voit la quantité de centres à droite, à gauche, ça arrive 100 fois. Des fois, quand je fais les stats, après, je vois 15 centres, 20 centres, c'est des trucs de fou. À Moscou, ils doivent gagner je ne sais combien, mais personne ne reprend les centres. Mais si juste un Milik est capable de le faire, ça peut être effectivement très intéressant. Mais Payet, ouais, il est très costaud. En tout cas, oui, voilà. Moi, je voulais juste insister là-dessus parce que nous, on le sait, un Payet en forme, c'est un tueur. C'est un des mecs les plus talentueux du championnat. 34 ans. Hein. Il a un pied, c'est une main. Il met le ballon où il veut. C'est juste incroyable. Donc, si on a un Payet en feu, et je pense que quand il vient chez nous, il n'a pas non plus marqué de manière indélébile l'histoire du LOSC quand il est passé chez nous. Hein. Ça a été un bon joueur. Il y a eu un bon petit passage. Ouais. Il y a eu un bon petit passage, mais c'est pas non plus un truc incroyable. Je pense qu'il a à cœur de bien jouer contre nous, quoi. Voilà. Il est temps de clôturer cette émission. J'espère que dimanche, on verra un beau match avec beaucoup de strass, mais pas beaucoup de paillettes. Et en tout cas, c'est l'occasion de vous remercier, de remercier Bruno d'avoir accepté notre invitation. Merci Bruno. Avec plaisir. Je ne sais pas si vous la refaites mardi prochain, mais si vous voulez revenir sur la défaite du LOSC de dimanche, ce sera avec plaisir. On va leur sortir l'extrait. On ressortira l'extrait, puis tu auras l'occasion de le redire la semaine prochaine. Si tu veux, tu es le bienvenu. Pas forcément si tu n'es pas dispo toute l'émission, peut-être venir sur le débriefing. En tout cas, tu es le bienvenu, il n'y a aucun souci. Ah, c'était cool, Bruno, merci. Voilà, merci Bruno de tes interventions. Une belle saison, les amis. Une belle saison, parce qu'on oublie, mais elle ne fait que débuter. Vous allez vous régaler, parce qu'il y a encore de sacrés joueurs chez vous, là. On espère beaucoup, et on espère que la mayonnaise va bien prendre et va bien continuer à prendre, en tout cas. Merci aux piliers du bistrot qui étaient présents ce soir. Donc, merci à Georges. Merci à Baptiste, merci à Julien, merci à Christophe, merci à tous les internautes qui nous ont suivis ce soir et encore félicitations à Parlons LOSC qui verra le match Lille-Marseille dans la tribune active avec les Dogs du Net. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un débrief du match Lille-Marseille. On aura aussi comme invité principal, en plus de Bruno, qui sera là pour commenter le match, on aura Maxime Pousset qui viendra présenter son livre sur le doublé 2011, un magnifique bouquin qu'il a sorti il y a quelques semaines, qui revient sur le doublé et qui fait l'analyse de comparaison avec le titre de la saison passée. Donc on aura l'occasion d'en discuter avec lui. Je vous souhaite à tous une excellente semaine sur le plan football et comme à chaque fois, je vous dis allez le LOSC, à bientôt. Allez le LOSC. Allez le LOSC.